à cette présentation de la famille d'âmes des serviteurs. Alors d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Sylvain Bélanger, donc je suis auteur du livre Découvrir votre spirale évolutive, qui est le livre finalement dans lequel je présente l'ensemble de la grille de lecture que j'ai développée autour des chakras et des familles d'âmes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs vidéos. Donc, vous avez une vidéo pour chacune des familles d'âmes. Il y en a donc 7. Et la famille d'âmes des serviteurs est particulièrement importante puisqu'elle est finalement la famille d'âmes qui reflète ce qu'on pourrait appeler l'être mature. Alors, dans la tradition ésotérique des chakras, on reconnaît que le quatrième chakra, le chakra du cœur, est finalement le point de jonction entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Donc, les chakras inférieurs, bien évidemment, c'est mes pieds, mes deux jambes, mon chakra racine qui est relié au bâtisseur, la famille d'âme des bâtisseurs, le chakra sacré qui est relié donc à la famille d'âme des communicateurs et le chakra solaire qui est relié à la famille d'âme des guerriers. Donc ces trois chakras-là sont vraiment plus en relation avec la dimension de l'ego, c'est-à-dire les besoins de sécurité, les besoins affectifs et émotionnels, notre identité, notre désir de nous affirmer, de prendre notre place, qui favorise donc évidemment souvent les conflits, etc. Donc, ces trois premiers chakras-là sont vraiment des éléments de notre ego. Et lorsqu'on arrive à transmuter ces énergies-là vers le chakra du cœur, on arrive à développer une autre expression humaine, plus sage, en quelque sorte, puisqu'on est plus capable d'apprivoiser justement nos besoins de sécurité, nos besoins affectifs et émotionnels, notre identité et notre désir de nous affirmer. On est capable d'accueillir tout ça avec amour. Je dis avec amour parce que on reconnaît aujourd'hui que le cœur est une zone vraiment très sensible dans cette idée d'accueillir l'être que nous sommes. On l'a découvert beaucoup à travers les recherches sur la cohérence cardiaque qui ont bien mis en évidence que lorsque le cœur est en harmonie avec le cerveau, il se produit à quelque part comme une condition d'équilibre, d'harmonie plus grande dans l'être humain que nous sommes. Nous sommes finalement plus disposés à quelque part à accueillir la vie et à développer la compassion. Donc, c'est évident que ce chakra-là du cœur, lorsqu'il se développe, il permet certainement d'accueillir les besoins de sécurité, les besoins affectifs et émotionnels, les besoins de s'affirmer, de façon à ce que j'arrive à m'aimer tel que je suis, parce que l'amour que j'ai de moi-même, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que j'ai appris à m'accepter. Et cette acceptation-là va beaucoup se faire par rapport à ce chakra du cœur. Le chakra du cœur, finalement, qu'est-ce qui est particulièrement important aussi de comprendre, c'est que plus on arrive justement à favoriser cette fameuse cohérence cardiaque entre le cœur et le cerveau, plus on parvient justement à créer une flexibilité cardiaque qui fait que je suis capable de faire face aux divers événements de la vie en étant flexible, c'est-à-dire en étant capable de m'adapter aux diverses situations de la vie. Alors ça, c'est intéressant de bien comprendre cette réalité-là également. Donc, quand on parle de famille d'âmes des serviteurs, ça veut donc dire que l'être humain que je suis, on est tous à quelque part donc en harmonie avec les 7 composantes des familles d'âmes. On a donc des énergies en nous qui sont reliées à chacune des familles d'âmes, sauf que nous avons dans notre structure, d'une façon individuelle, des dominations, des dominances qui existent. Alors moi, par exemple, si je dis je suis de la famille d'âmes des serviteurs, cela veut donc dire que j'ai une dominance dans mon chakra du cœur. C'est-à-dire que dans ma structure énergétique, j'ai plus d'énergie dans mon cœur, il y a plus d'activité dans cette région-là que dans d'autres chakras, ce qui va faire que ma personnalité va être reflétée par les composantes qui sont associées à cette famille d'âmes des serviteurs. Donc, c'est dans ce sens-là, évidemment, que la spirale évolutive a été conçue, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a 7 chakras, on reconnaît qu'il y a donc 7 familles d'âmes, et que les 7 familles d'âmes sont comme des couleurs, des variations, des fréquences, des vibrations avec lesquelles nous sommes tous en relation. Par contre, dans notre développement humain, on va apprendre à apprivoiser chacune de ces composantes-là et on va donc finalement apprendre donc à s'harmoniser à chacune de ces composantes-là, idéalement. Alors malheureusement, bien évidemment, chacun d'entre nous, on fait ce qu'on peut, comme on dit, et on va donc développer, on a des dominances qui vont se créer naturellement dans nos chakras, et il y a donc des zones plus fragiles qui vont en résulter aussi, et c'est tout le travail qu'on cherche à faire tout au long de notre vie, c'est de chercher à rétablir l'équilibre dans les 7 composantes des 7 familles d'âmes associées au chakra.
Alors donc, pour vous revenir sur les serviteurs, ben, les serviteurs, finalement, lorsqu'on atteint cette dominance du chakra du cœur, dans lequel on va mettre en lumière la composante du serviteur, ben, le serviteur, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord avant tout un être humain qui se tient debout, hein, parce qu'il est sur ses deux jambes. Il a accueilli ce qu'il était, donc il a appris à s'aimer. Et il a appris à s'aimer et il s'est dit, ben moi je m'aime. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant d'apporter à la société, à l'humanité, qui va lui permettre d'évoluer, de progresser, de cheminer. Donc, il y a quelque part une forme de reconnaissance, parce que je m'aime, je suis donc un être humain important. Et parce que je suis important, ben, j'ai envie, moi, d'apporter ma petite lumière dans la grande lumière de l'humanité. Donc, le serviteur va donc être très sensible à donner sens à sa vie. Et une des particularités du serviteur, c'est qu'il va être beaucoup connecté avec l'idée de s'aimer et d'aimer son entourage, donc d'avoir une volonté de servir son entourage. Ça, c'est un élément qui va être très important et il va le faire, cette idée de servir l'humanité, mais en se respectant et en reconnaissant quelque part que lui, ce qu'il a envie de faire, c'est d'aider l'humanité à évoluer, à progresser, à cheminer. Donc, il y a un idéalisme en lui puis donc un sens aussi, envie de donner un sens aux actions qu'il pose. Alors ça, c'est vraiment très particulier donc au serviteur. Et le serviteur équilibré se définit évidemment dans un chakra du cœur qui a un beau rayonnement équilibré. Et le serviteur équilibré va donc se manifester comme un humaniste qui va donc avoir une dimension très humaine, il va s'aimer, il va aimer les gens, il va être relationnel, il va chercher à faire en sorte que tout le monde se sente bien et il va avoir envie, évidemment, en tant qu'être humain, d'apporter une certaine énergie, une certaine direction, une certaine orientation vers le mieux-être de la collectivité. C'est ça qui va être vraiment l'objectif qui va ressortir de celui qui est humaniste. Évidemment, il y a donc des perturbations qui peuvent se développer chez un être humain au niveau du cœur. Il y a une blessure émotionnelle qui peut se présenter. La blessure émotionnelle associée au serviteur, associée au chakra du cœur, c'est la trahison. La trahison, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est évidemment le moment où moi, quelque part, j'aime quelqu'un, par exemple, et qu'une personne me laisse croire qu'elle m'aime, puis que finalement, elle va agir en désaccord avec la confiance que je lui avais accordée. Donc, elle va me trahir. Et si elle me trahit, ben à ce moment-là, moi, je risque d'avoir une perturbation dans mon chakra du cœur qui va donc m'éloigner de la composante équilibrée qui est en moi. Je vais être moins dans cette vision que je viens de décrire de l'humaniste. Je vais tomber dans diverses expressions de perturbation que je vais vous présenter maintenant. Donc, la première perturbation qu'on va observer, c'est le désalignement qui est finalement relié au chakra du cœur qui n'est pas c'est un peu comme si à quelque part il y avait un choc et le choc faisait que le cœur s'était comme désaligné par rapport à son axe et avec en quelque sorte il y avait aussi au niveau du système immunitaire une genre de paralysie, c'est-à-dire que le choc a paralysé notre corps et ça fait que quelque part ben, on ne veut plus être en contact avec cette région-là. C'est ça qui donne l'impression qu'il y a un genre de désalignement qui va se produire et c'est souvent donc relié à des chocs émotionnels ou à des accidents ou à quelque part des agressions. Hein, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent entraîner ce genre de situation du désalignement. Et le mot-clé du désalignement, du serviteur désaligné, c'est l'idéalisme, qui veut dire quoi? Mais ça veut donc dire effectivement que comme on a été la blessure de la trahison, on fait de nous un être idéaliste, c'est-à-dire un être justement qui a envie à quelque part de voir un monde meilleur, mais qui n'est pas connecté avec la réalité, qui n'est pas en connecté avec justement cette idée que l'être humain, il est ce qu'il est. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux être un idéaliste en me disant, ben moi, je voudrais que les êtres humains, tous les êtres humains sur Terre s'aiment. Alors, bien sûr que je pourrais avoir une belle intention en me disant ça, mais est-ce que dans la réalité, c'est possible d'arriver à faire cela? Est-ce que c'est possible d'être convaincu que c'est comme ça? Je pense que non. Et ça serait un peu comme finalement se laisser croire quelque part que cette réalité-là, on pourrait être déçu, puis on pourrait être trahi à de nombreuses reprises aussi dans notre vie, à penser qu'il est possible justement de créer à quelque part un monde comme celui qu'on aimerait qu'il soit. Hein. Il y a une différence entre ce que j'aimerais et ce qui est. Donc, l'idéaliste, les alignés, va souvent se retrouver dans une position justement où il va avoir de la difficulté à quelque part à regarder la réalité en face. Puis vous l'avez compris, évidemment, que pour arriver à retrouver l'équilibre dans ce cas-là, mais il va falloir effectivement qu'il lâche prise envers ses grands rêves, ses grands idéalismes et qu'il regarde la réalité en face et qu'il renoue contact justement avec l'homme qui se tient debout. L'homme qui se tient debout, c'est qui? C'est le serviteur équilibré qui a les deux jambes sur le sol, qui reconnaît quelque part
ces composantes plus égoïques, hein, cette volonté de marquer le sol, cette volonté de se tenir debout, de reconnaître ses besoins de sécurité, ses besoins affectifs et émotionnels, son désir de s'affirmer et son amour qu'il a pour lui-même, ce qui va faire qu'il va être dans une position d'enracinement, c'est-à-dire qu'il est aligné, il est les deux pieds sur le sol, puis se tient debout. Et dans cette position d'être debout, mais il assume à quelque part cette volonté de dire, ben voilà, moi j'assume que moi, je suis ça, et j'assume à quelque part que j'ai une volonté, moi, de servir. Et cette volonté de servir, bien évidemment, pour qu'elle soit juste, mais il faut que je tienne compte de ma réalité à moi, de ce que je suis capable de faire pour servir l'humanité. Et je dois tenir compte également de comment l'humanité va recevoir cette volonté que j'ai de le servir, pour qu'il y ait effectivement une forme d'ajustement qui puisse en résulter. Le désaligné a tendance à ne pas tenir compte de cette réalité-là. Puis évidemment, vous l'avez compris que s'il veut cheminer dans sa vie, il va falloir effectivement qu'il renoue contact avec la notion d'équilibre que dont je vous ai déjà parlé. Alors l'équilibre, évidemment, on pourrait se dire, mais comment va-t-on faire à renouer contact avec cet équilibre-là? Bien évidemment, il y a le temps qui va jouer contre nous. On va être confronté à des déceptions qui vont nous amener à nous dire, ben, ça ne marche pas, je dois changer ma façon de fonctionner. Puis évidemment, dans l'enseignement que je propose, il y a toute une démarche qui est effectuée pour apprendre à travailler sur les états de conscience qui animent notre être. Moi, je suis un être humain physique unique là, que vous voyez présentement, mais en même temps, dans ma structure énergétique, dans ma spirale évolutive, dans mon champ d'énergie, je suis animé par plusieurs états de conscience. Et ces états de conscience-là, finalement, reflètent un peu ce qu'on est en train d'explorer actuellement. C'est-à-dire qu'en dedans de moi, j'ai peut-être plusieurs définitions du serviteur qui sont en moi, plusieurs définitions du bâtisseur, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que l'exploration intuitive du champ énergétique va nous permettre donc de comprendre les blessures qui sont en nous et de quelle façon qu'on peut arriver justement à s'équilibrer pour finalement renouer contact avec la position d'équilibre. Après le désalignement, il y a donc deux grandes tendances qui vont se présenter à nous. Il y a l'hyperactivité et l'hypoactivité. Donc l'hyperactivité, c'est donc devant la trahison, ben, je vais donc moi quelque part d'une certaine façon rejeter cette trahison-là, ne pas tenir compte de la trahison, parce que quelque part, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans mon chakra du cœur pour essayer quelque part de ne pas vivre cette expérience de trahison. Et ça va m'amener vers ce que j'appelle le dévouement, c'est-à-dire en étant hyperactif, c'est-à-dire avec beaucoup d'énergie dans mon chakra du cœur, réellement beaucoup trop actif, je gaspille de l'énergie. Et ce gaspillage-là va faire que je vais devenir quelqu'un de trop dévoué. Trop dévoué, c'est que je tiens moins compte de moi et je tiens compte plus de l'extérieur. C'est-à-dire que je cherche à donner à l'autre ce dont il a besoin pour qu'il ne me trahisse pas. Alors, vous voyez la nuance, c'est-à-dire que je deviens finalement en quelque sorte dépendant de l'autre parce que je ne veux pas qu'il me fasse du mal. Alors, quand on pense à l'idée d'une relation à deux, ben une relation à deux, c'est une autre personne, et on se tient debout l'un devant l'autre. Ça, c'est une position juste du serviteur. Quand on comme tomber amoureux. Alors, quand on tombe, ça veut donc dire quelque part que ma composante, ma force intérieure, je suis en train de la perdre et je la donne à quelqu'un d'autre. Donc, quand je deviens quelqu'un de trop dévoué, je deviens trop adapté à l'autre, et en m'adaptant trop à l'autre, ben l'autre risque évidemment de me prendre en quelque part et de m'enlever ma puissance, mon pouvoir, parce que je vais devenir dépendant de lui. Je vais devenir désireux de toujours faire quelque chose de bien pour lui, pour que lui m'apprécie et qu'il ne me trahisse pas. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le piège qui va se retrouver dans le dévouement. Et si cette position d'hyperactivité ne change pas, c'est-à-dire qu'on continue à se dévouer malgré effectivement qu'on puisse vivre des blessures, mais qu'on ne veut peut-être pas voir à ce moment-là parce qu'on veut tellement préserver la position justement d'équilibre, hein, d'être en relation avec l'autre puis qu'elle ne nous trahisse pas, mais on va faire tellement d'efforts, on va tellement nier lesquels nous blessent, cette personne-là, qu'on va sombrer tout doucement vers l'hyperactivité surchargée. L'hyperactivité surchargée, c'est toujours cette espèce d'animation très, très forte dans la région du cœur, mais il y a comme des zones de manque énergétique, comme s'il y avait même des énergies sombres qui pouvaient sortir de ces régions-là, indiquant bien quelque part que le rayonnement de lumière qui s'exprime du chakra du cœur et des organes avoisinants ne sont plus en mesure de rayonner d'une façon équilibrée, puisqu'évidemment, ils sont dans un état d'hyperactivité, donc ils dépensent déjà trop d'énergie, mais avec le temps, cette dépense énergétique trop importante va entraîner ce que j'appelle une forme d'inflammation, c'est-à-dire une forme de sécheresse dans la structure énergétique,
Et cette sécheresse-là va entraîner comme une impression de chaleur une chaleur sèche qui va sortir de la région, comme ça, quelque part, il y a des régions qui devenaient trop asséchées et que l'énergie n'était plus capable de rayonner adéquatement. Et c'est ce qu'on va appeler l'hyperactivité surchargée. Et ça va nous amener donc progressivement vers ce qu'on appelle le sauveur. C'est-à-dire que non, je vais passer du dévoué, celui qui cherche à se dévouer, pour finalement devenir celui qui va chercher à sauver. Alors, on atteint une gravité plus importante. Parce que quand je cherche à sauver quelqu'un, ça veut donc dire quelque part que je suis, non seulement je tombe, mais en même temps, je cherche à le prendre dans mes bras puis à le soutenir. Donc, je deviens de moins en moins présent à moi et de plus en plus obligé à répondre aux urgences que l'extérieur peut me témoigner. Donc, on tombe dans un niveau de gravité plus important et cette position-là, évidemment, de sauveur, bien évidemment, va favoriser encore plus, effectivement, cette position où je perds connexion avec mon serviteur équilibré, avec la connexion que j'ai pour moi-même, pour devenir de plus en plus connecté vers les autres. Et ça devient de plus en plus douloureux et de plus en plus souffrant, puisque cette idée de sauver l'autre, c'est pas possible. On peut pas vraiment sauver quelqu'un. Hein. Et si on le sauve, entre guillemets, ben, quelque part, on paye un prix énormément élevé envers nous-mêmes pour, quelque part, se déconnecter de soi. OK? Donc, à un moment donné ou à un autre, on ne pourra pas continuer à être dans un chemin comme celui-là, parce que l'autre est l'autre. Et nous, on est ce qu'on est. Donc, à un moment donné, cette notion de trahison va ressortir. Tandis que l'autre personne, même si on lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la sauver, ben un jour, elle va peut-être se sentir mieux, puis elle va dire ben, merci beaucoup, Sylvain, et elle va partir. Donc, on va vivre à quelque part une certaine forme de trahison à ce moment-là. Vous voyez, alors, inévitablement, vous comprenez ici que dans le processus de l'hyperactivité, un jour ou l'autre, la personne va devoir s'éveiller pour se rendre compte à quelque part qu'elle ne peut plus continuer à être dans cette direction-là. Mais supposons qu'elle poursuive cette hyperactivité surchargée, bien évidemment, il va y avoir donc l'hyperactivité épuisée qui va en résulter. L'hyperactivité épuisée, c'est évidemment le chakra du cœur qui se trouve donc dans un état de sécheresse plus important, donc beaucoup moins de lumière, beaucoup plus de sécheresse, beaucoup plus de chaleur finalement sèche qui se manifeste, donc beaucoup moins de rayonnement, mais il y a beaucoup plus de perturbations qui apparaissent, beaucoup plus de chaleur qui indique bien que l'énergie est de moins en moins présente dans cette région-là, parce qu'il y a une sécheresse qui a pris feu, en fin de compte, on pourrait voir ça comme ça, et qui va donc amener une énergie de moins en moins présente dans la région du chakra du cœur. Alors, dans le cas de l'épuisement, le mot-clé, qui est un mot qui peut prêter à confusion, c'est qu'on a le sentiment d'être possédé. Là, non seulement on a cherché donc à se dévouer, à sauver l'autre, maintenant on est rendu à l'étape où on a l'impression d'être possédé. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être tellement connecté avec l'autre, on devient intoxiqué. L'intoxication, c'est que la personne qu'on cherche à sauver, ben, elle devient quelque part, elle vient tellement prendre possession de notre identité, parce qu'on a tellement le désir de l'aider, qu'elle devient quelque part une personne qui va nous posséder. C'est-à-dire qu'elle n'est plus là, mais on se sent contaminé par elle. On a l'impression qu'elle nous parle, on a l'impression qu'elle nous demande, on a l'impression qu'on est tout le temps appelé à répondre à cette volonté que l'on a d'être présent pour cette personne-là. Alors, c'est là qu'on devient finalement contaminé d'une façon assez importante et ça se rapproche évidemment au phénomène de possession. Hein. Les phénomènes de possession, c'est souvent associé donc à des expériences de personnes décédées, mais très fréquemment, dans mon expérience en tant que praticien, j'ai vu très souvent des gens, quelque part, qui se disaient possédés et qui finalement, bon, avaient bien sûr des résonances avec des mémoires d'autres vies, avec des personnes décédées, des choses comme ça, mais la chose la plus importante qu'il fallait comprendre, c'est que ces résonances qu'elle avait avec des personnes décédées, par exemple, était connectée avec une expérience terrestre, avec quelqu'un de son entourage, avec lequel elle avait une perturbation. Et que plus elle devenait consciente de la perturbation relationnelle qui existait avec la personne en question, plus elle se permettait de renouer contact avec sa volonté de retrouver une certaine puissance intérieure pour se protéger de cette personne-là. Donc, l'idée de posséder, c'est ça, c'est finalement, c'est s'exorciser. S'exorciser, évidemment, de quelque chose qui a un pouvoir sur nous. Parce que l'idée de posséder, c'est que pourquoi on est devenu possédé? C'est que moi, j'ai tellement voulu sauver la personne que la personne, finalement, elle s'est imbriquée en moi. C'est-à-dire que j'ai laissé quelque part cette volonté, j'ai tellement voulu que cette personne-là, quelque part, que je sois elle, qu'elle est devenue moi, en quelque sorte. Et que moi, ben, quelque part, je me sens possédé parce que je sens bien que c'est pas correct, c'est pas normal, que je sois complètement habité par cette personne-là qui n'est pas moi. Donc, à un moment donné, il va falloir effectivement qu'il y ait une décontamination qui se fasse, donc un genre de deuil qui peut me permettre de me libérer
de cette personne-là, que je ne sois plus obligé à devoir traîner avec moi cette impression de ne pas habiter qui je suis. Donc, il y a tout un travail donc de désensibilisation, donc de faire des deuils, de prendre des distances dans des conditions comme celle-là. On va souvent avoir besoin aussi de retrouver le concret, la matière, le tangible, de penser à soi en faisant des choses toutes simples, de faire du bricolage, de faire de l'art, de jouer, de modeler, de les jouer dans la terre, de retrouver quelque part le concret, le tangible, de retrouver nos frontières, notre matière, pour bien prendre conscience à quelque part qu'on existe et que cette position de possession qu'on a eu l'impression de vivre, ben, elle est directement reliée au fait quelque part que la personne a réussi à pénétrer notre conscience, notre intérieur, puis à devenir finalement à nous posséder à quelque part. Donc, tout ça va devoir se faire à travers un travail de décontamination, d'exorcisme, pourrait-on dire ça comme ça, dans lequel le deuil va se faire, dans lequel je vais apprendre, moi, en tant qu'être humain, à retrouver ma frontière pour me rappeler quelque part que j'ai le droit de me tenir debout et d'exister et de ne pas finalement me laisser envahir par l'autre comme j'ai pu le faire. Donc ça, c'est donc la position de l'hyperactivité. Donc, vous l'avez compris, évidemment, que l'idée de tout ça, c'est que dans chacune des conditions que je viens de vous parler, l'objectif de l'être humain qui est associé donc à la famille d'âme des serviteurs, c'est de retrouver l'équilibre du serviteur, qui est la position de justesse. Par contre, comme on vient de le voir, dans le cas de l'hyperactivité, bien évidemment, il y a plusieurs façons de se perdre dans l'hyperactivité qui peuvent être plus ou moins importantes et qui vont nous éloigner de la nature équilibrée du serviteur. L'autre versant maintenant, c'est l'hypoactivité, c'est-à-dire que c'est l'inverse de l'hyperactivité. L'hyperactivité est trop d'énergie. L'hypoactivité, on pourrait dire ça comme ceci, c'est pas assez d'énergie, dans le sens qu'on n'utilise pas nos pleines ressources. Devant l'expérience de la trahison, on a abaissé notre énergie de notre cœur parce qu'on ne voulait pas avoir mal, on ne voulait pas quelque part se retrouver dans une position de souffrance. Donc, ce qu'on a appris à faire, c'est un peu comme de fermer le cœur. L'hypoactivité, c'est une énergie qui est peu rayonnante dans la région du cœur. Elle a un certain rayonnement, mais elle est peu rayonnante. Donc, la personne, c'est un peu comme quelqu'un qui a fermé son cœur et qui s'est dit, ben moi, je ne veux plus à quelque part m'ouvrir aux autres, en quelque sorte aussi, puisque la trahison est étroitement reliée à ça. Et ça va entraîner ce que j'appelle, moi, le narcissique. Le narcissique, c'est celui, évidemment, qui a compris que le seul moyen pour lui d'exister, et de ne pas avoir mal, et de ne pas être trahi, c'est de penser à lui et de faire des choses en fonction de lui et de chercher donc à profiter de ce qui se passe autour de lui pour justement pouvoir exister et ne pas avoir mal. Donc, le narcissique, évidemment, c'est l'opposé du dévoué, hein, vous l'avez compris. Le dévoué se donnait trop, le narcissique ne se donne pas assez et il cherche au contraire à prendre. Alors, c'est un preneur, alors que le dévoué était quelqu'un qui était davantage un donneur, vous voyez. Donc, le preneur, c'est celui qui a tendance tout le temps à prendre. Et cette idée de prendre, bien, quelque part, lui permet d'éviter de se retrouver dans une situation de danger par rapport à la blessure émotionnelle de la trahison. Et avec le temps, bien évidemment, s'il ne change pas dans cette condition-là, s'il ne prend pas conscience à quelque part que cette façon qu'il a d'être un preneur, bien, elle est en désaccord avec lui-même. Parce qu'il faut comprendre que même si je suis dans un état d'hypoactivité, que je suis narcissique, que j'ai développé une volonté de prendre, je suis toujours conscient au fond de moi, de ma nature, la nature équilibrée du serviteur. Je sais ce que c'est que la justesse de l'être que je suis. Et évidemment, à travers le processus d'hypoactivité, je vais me donner l'autorisation de me dire, ben voilà, je vais prendre, puis à quelque part, je vais pouvoir finalement ne pas avoir de mal. Mais la vie est assez bien faite pour me faire comprendre qu'à un moment donné, je vais constater que cette position que j'ai de narcissique est une position qui ne me rend pas heureux pleinement, parce qu'à quelque part, je reconnais que j'ai envie de ne pas être seulement dans cette position de narcissique, j'aurais envie effectivement de donner aussi vers les gens. Et c'est là que je vais commencer à comprendre de quelle façon que je pourrais changer ma façon de me comporter et de me diriger vers le serviteur. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a des techniques en pleine conscience intuitive, des formations qui sont données dans cet objectif-là pour vous apprendre à explorer, à visiter ces états de conscience qui animent votre champ énergétique et d'apprendre à faire des actions pour le rétablir. Donc, on apprend à le faire sur soi-même, puis on apprend à le faire sur un partenaire et il y a des enseignements qui sont proposés pour pouvoir cheminer dans ces voies-là. Et vous allez trouver les informations d'ailleurs sous la vidéo si vous êtes intéressé à aller voir un petit peu quels sont les programmes de formation qui sont proposés. Alors maintenant, si on continue cette progression-là, donc on part de l'hypoactif, excusez-moi, pour ensuite aller vers l'hypoactif surchargé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'hypoactif surchargé, c'est qu'il y a peu d'énergie qui sont émises, il y a peu de rayonnement, puis en plus, il commence à y avoir des congestions.
Parce que la surcharge, l'hypoactivité surchargée, c'est comme des congestions, c'est comme des obstacles. L'énergie circule de moins en moins adéquatement et ça commence à se congestionner, à s'embourber dans la région du cœur. Et là, ça va donc entraîner évidemment comme des rayonnements faibles ou pas de rayonnement du tout. On va simplement voir apparaître des zones d'engorgement où le rayonnement sera plus présent. Et il est possible que ces rayonnements qui sont plus présents vont dégager ce que moi j'appelle une forme d'acidité, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme l'impression qu'il y a quelque chose qui veut sortir du corps, qui est sombre, qui est noir, un peu comme s'il y avait quelque chose comme sale aussi qui avait envie de s'exprimer. Et ça, c'est pour moi une indication qu'il y a de l'acidité en trop grande quantité dans cet espace-là. Alors, évidemment, je vous dis ça d'une façon un peu gratuite, là, mais dans le cadre d'autres conférences ou choses comme ça, j'ai déjà parlé, même dans le cadre de mes enseignements, j'en parle de façon plus complète de ce principe-là, mais l'acidité, évidemment, ce sont des charges positives hein, qui sont dans le corps, parce qu'au niveau électronique, nous sommes électromagnétiques, et il a été démontré que les charges positives dans le corps, ce sont de l'acidité. Alors, quand on n'arrive pas à drainer notre corps adéquatement, parce que justement, on est congestionné, ben, ça va produire ce genre de phénomène bioélectrique qui va entraîner donc cette acidité-là. On attribue souvent l'acidité à l'alimentation, mais on sait aujourd'hui que le stress est un gros facteur de ça aussi. Donc, c'est tout ça un petit peu qu'on va observer donc dans l'hypoactivité au niveau de la région du chakra du cœur. Alors, le mot-clé pour désigner l'hypoactif surchargé, c'est le profiteur. Donc là, on est un peu plus dans la clarté de l'idée d'un preneur, hein, c'est-à-dire que quand on aime prendre, ben, quelque part, on pense à soi, le narcissique, et on aime prendre, on peut devenir profiteur, c'est-à-dire qu'on cherche consciemment quelque part de vouloir profiter des autres, parce qu'à quelque part, on a compris justement que si on se mettait dans une situation où on se donnait aux autres, on risquait d'être trahi. Donc, on veut surtout pas rien faire dans cette direction-là. On veut arriver, puis en se disant, ben voilà, moi je suis un profiteur, je veux profiter de ce que les autres peuvent m'apporter, me donner, etc. Donc, je me mets derrière les gens, puis j'attends qu'eux peuvent m'apporter un bénéfice pour aller le chercher. C'est un peu ça la nature que l'hypoactif surchargé va entraîner et qui va évidemment être une situation qui est confortable d'un point de vue limitatif et il va être inconfortable puisqu'à la limite, on sait bien qu'au fond de moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de profiteur. Je peux profiter parce que quelque part, j'ai peur, parce que j'ai des malaises, j'ai des inconforts en moi, mais quelque part, ce n'est pas ma nature réelle. On pourrait même se dire des fois que des gens qui sont profiteurs ne pourraient pas se percevoir comme étant des profiteurs vraiment parce qu'ils reconnaissent à quelque part au fond d'eux qu'ils sont finalement des serviteurs. Ils savent au fond d'eux qu'ils sont capables de servir les autres autant qu'eux, mais ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ont trop de douleur, trop de souffrance et trop d'émotions. Et c'est là que le travail qu'on propose dans les camps de la formation de la pleine conscience intuitive va nous aider justement à mieux cerner ces dimensions-là. Et c'est là qu'on va arriver justement à faire un travail d'épuration plus important concernant tout cela. Donc, on est donc avec le profiteur et évidemment, si on reste dans cet état de profiteur, ben, on va tomber dans l'hypoactivité épuisée. Et l'hypoactivité épuisée va simplement nous confronter donc au fait que dans la région du chakra du cœur, bien évidemment, l'épuisement indique bien quelque part que l'énergie n'est plus au rendez-vous. Il y a une forme d'effondrement, en fin de compte, de la région. Et cet effondrement-là va faire qu'on n'est plus apte justement à émettre de la lumière dans cette région-là parce qu'il y a une congestion trop importante qui s'est manifestée. L'énergie n'est pas capable de circuler parce qu'il y a une obstruction trop importante dans la région et ce qui va entraîner donc l'épuisement. Et c'est là qu'on va parler donc de l'abuseur parce que l'abuseur, quelque part, lui, se retrouve dans une position où il n'a plus de vitalité. Il n'a plus la vitalité, donc il reconnaît quelque part qu'il doit profiter sans aucune vergogne, sans aucune limite, sans aucun masque de l'extérieur parce que quelque part, il n'a plus la capacité dans sa tête à lui de faire quoi que ce soit. Donc, il va devenir effectivement quelqu'un qui va abuser des autres consciemment parce que quelque part, dans sa tête à lui, ben, il n'est pas capable de faire autrement. Hein, c'est dans sa tête à lui, il faut comprendre que lui, c'est pas qu'il est nécessairement méchant, c'est simplement qu'il est simplement conscient qu'il n'a pas la vitalité pour justement donner. Puis comme il a peur de la trahison d'une façon importante, ben le seul moyen pour lui d'éviter de faire face à cette blessure-là, c'est d'abuser les autres. Et qu'en abusant les autres, ben lui, à quelque part, il a l'impression qu'il vient comme nourrir son chakra du cœur.
Puis évidemment, vous l'avez compris que dans ce processus d'abusement, ben, à un moment donné, quand on abuse de tout le monde, par exemple, ben, on risque de se retrouver seul. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quelque part que les gens qui sont autour de nous sont bien gentils, mais à un moment donné, ils peuvent se lasser de nous voir finalement constamment essayer d'abuser de nous, hein. Donc, on en arrive à se dire, ben, finalement, moi, je suis simplement plus capable d'accepter d'être abusé, donc je coupe contact avec cette personne-là. Donc, cette personne-là va expérimenter de la trahison à quelque part à travers ça, mais une trahison qui va la confronter aussi à des prises de conscience où elle se rend compte effectivement que si les gens l'abandonnent, c'est parce qu'à quelque part, elle a simplement abusé d'eux. Et qu'à un moment donné, mais il va falloir qu'elle fasse un travail sur elle-même pour se réaligner à sa nature profonde, c'est-à-dire à se rendre consciente que cette nature d'abus qu'elle peut avoir en elle est simplement une réaction, une protection qu'elle cherche à développer pour éviter de se retrouver dans la souffrance de la trahison. Donc, vous comprenez que c'est ça un petit peu qui va être la démarche qui va amener le serviteur à retrouver son équilibre en fin de compte. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter concernant cette famille d'âmes des serviteurs. Vous l'avez compris aussi que dans le cas des serviteurs, il y a un élément important, c'est que tout travail intuitif qui est proposé dans la pleine conscience intuitive est directement relié au développement du chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur est une zone importante, puisque c'est elle qui va nous permettre de nous relier à la Terre, puis qui va nous permettre aussi de nous relier à l'énergie du ciel grâce à la pratique de l'enracinement. Et que dans cette position où la Terre et le ciel se rejoignent dans notre cœur, ben, il y a effectivement une forme de soleil rayonnant lumineux qui prend forme dans notre cœur. Et c'est ce soleil rayonnant lumineux qui va être notre référent pour pouvoir voyager en l'état de soi ou vers un partenaire pour développer la pratique intuitive, la capacité à déprogrammer et à soigner, qui sont les éléments qui sont proposés dans le cadre de l'enseignement de la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc, vous comprendrez ici que tout le processus relié donc au chakra du cœur est très, très important. Et la famille d'âme des serviteurs est un élément très important parce qu'elle exige une certaine maturité de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain qui a appris donc à se tenir debout, et en se tenant debout, il peut s'ouvrir vers le ciel. Donc, on va découvrir dans les 3 prochaines familles d'âmes les chakras qui vont la relation avec l'intuition, la spiritualité, l'ouverture vers l'âme, etc. C'est là qu'on va explorer tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des intérêts pour les enseignements ou pour découvrir le livre et puis découvrir en quelque part les enseignements qui sont proposés, ben, vous avez tout ça sous les liens sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.